Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, ce numéro est consacré à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Une pandémie qui, vous le savez, frappe de plein fouet le monde entier avec des milliers de cas de mort et des conséquences économiques énormes. Pour en parler, nous avons comme invité M. Olivier Doussou, journaliste et analyste politique béninois résident en Belgique. Monsieur Olivier, bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore à vous de l'honneur que vous me faites pour intervenir sur votre émission. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, on s'intéresse à la lutte contre le coronavirus sur le continent africain. Vous résidez en Belgique, je le disais, vous êtes analyste politique béninois. Aujourd'hui, comment vous constatez, quel est votre constat justement à partir de la Belgique concernant l'état des lieux de la pandémie sur le continent africain? Merci. Alors, il y a deux éléments à remarquer. Il y a d'abord le fait qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains ont pris vraiment à bras le corps la question de la lutte contre cette pandémie. Excusez-moi, il y a un écho là, il y a un recours. Oui, continuez, la technique va s'en occuper. Voilà. Ok, merci. Donc, comme je le disais, il y a donc une situation qui est celle que les pays africains, dans leur globalité, ont bien su résister à la pandémie que le Covid. Et cela s'explique par d'abord plusieurs éléments, comme je l'ai dit. Le premier élément, c'est que la pandémie est arrivée rapidement en Afrique, donc les pays africains ont pris le temps de vraiment regarder dans la plupart des pays africains et des pays occidentaux et même asiatiques les protocoles médicaux qui étaient en œuvre, les actions politiques qui étaient prises pour pouvoir les adapter à leur contexte politique respectif. Et ce qui a permis quand même de contenir la pandémie. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est lié également au fait que les pays africains font face à une démographie très, très jeune. Et ce qui permet, d'une part, au virus de ne pas pouvoir impacter les couches juvéniles, parce qu'on sait que en Europe, essentiellement en Italie et en France, le Covid-19 a beaucoup frappé les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes autour de 50, 60, 70 et voire plus. Et majoritairement, ces personnes sont beaucoup décédées. Et également, le Covid a également beaucoup impacté les personnes qui souffraient déjà de maladies qui étaient des maladies soit opportunistes ou des maladies récurrentes, le diabète, qui avaient des cancers, qui avaient peut-être aussi des problèmes cardiaques, etc. Donc, ces deux éléments expliquent le succès de la lutte contre le Covid en Afrique au niveau vraiment des pays africains qui ont su réagir à temps, oui, qui ont pu voir les protocoles qui étaient appliqués ailleurs, notamment en Asie, et qui également ont bénéficié du fait que la pandémie avait moins de personnes à impacter, d'autant plus que la population africaine est essentiellement jeune, avec à plus de 75% quand vous payez des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, etc., vous avez plus de 75% de la population qui a moins de 30 ans. Donc, ces critères-là, ces différents éléments ont beaucoup joué sur le succès relatif du Covid, de la lutte contre le Covid en Afrique.
Oui. Alors, Monsieur Olivier, c'est vrai, c'est un succès pour le continent africain, mais vous avez suivi au début les prévisions catastrophiques de l'Organisation mondiale de la santé qui estimait que le continent africain risque d'être dans la danse et risque d'être frappé de plein fouet par la pandémie. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'Afrique ait trouvé vraiment une solution à cette pandémie? Pourquoi l'Afrique a-t-elle résisté? Bon, alors, concernant euh, l'Organisation mondiale de la santé à laquelle vous faites allusion, il faut bien comprendre que l'Organisation mondiale de la santé est une institution qui est contrôlée par des lobbies pharmaceutiques, des lobbies financiers et également des lobbies politiques très très puissants, notamment la fondation Bill Gates aujourd'hui, après la Chine et les États-Unis qui passent pour l'un des gros donateurs de cette organisation-là. Et l'OMS est essentiellement au service d'une idéologie néolibérale, une idéologie capitaliste qui vise véritablement à faire main basse sur les richesses de l'Afrique et sur la santé des populations africaines en contrôlant le marché des médicaments, le marché des soins médicaux dans les pays africains. Donc, ça, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Et aujourd'hui, la fondation de Bill et Melinda Gates contribue à hauteur de plus de 450 millions de dollars dans le budget de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ceci explique vraiment l'influence que Bill Gates a sur cette organisation-là. Et le second élément, c'est que cette organisation aujourd'hui tend à vouloir s'imposer au niveau des pays africains en matière de politique sanitaire. Et la plupart des dirigeants africains ont réussi quand même à s'affranchir de ces recommandations et de ces différentes directives. C'est ce qui explique par exemple le succès de plusieurs pays africains qui ont dû trouver en leur sein vraiment des protocoles médicaux et des thérapies qui sont aussi des thérapies liées à la pharmacopée traditionnelle africaine pour sortir vraiment du schéma des directives de l'OMS. Le second élément aussi est lié au fait que l'Organisation mondiale de la santé a besoin aujourd'hui de s'inscrire dans une vision néolibérale, capitaliste des puissances impérialistes, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, etc., qui visent à réduire les populations africaines. Parce que toutes les prévisions estiment qu'à l'horizon 2050, l'Afrique va compter 2 milliards d'habitants. Et sur les 2 milliards d'habitants, nous aurons à peu près 80% de la population qui sera très très jeune. Et ce sera un marché économique et financier énorme. Et toutes les prévisions également donnent l'Afrique comme la prochaine frontière de la croissance mondiale. Ce qui fait que ces dernières années, vous avez beaucoup de sommets entre la Chine-Afrique, l'Inde-Afrique, Israël-Afrique, les USA-Afrique, Europe-Afrique, etc. La Turquie-Afrique aussi. Donc l'Afrique est au centre de la géopolitique mondiale. Et de ce fait-là, il faut contrôler les richesses de l'Afrique, il faut contrôler les matières premières, les produits agricoles, il faut aussi réduire la population africaine pour permettre un déploiement des multinationales africaines comme les Bolloré, comme les grands groupes miniers pour contrôler nos richesses. Donc ce combat-là, les prescriptions de l'OMS vont s'inscrire dans une géopolitique impérialiste qui est en train de vouloir faire main basse sur l'Afrique à travers ses richesses et à travers vraiment son devenir. Alors, Monsieur Olivier, aujourd'hui, concrètement, qu'en dites-vous disons, de cette expérience malgache contestée justement par l'Organisation mondiale de la santé? Pourtant, certains États africains ont confiance à cette expérience malgache. Qu'en dites-vous? Alors, merci donc pour cette question. Ça s'inscrit dans mon intervention précédente, savoir qu'aujourd'hui, le président malgache, Andry Rajoelina, a compris la nécessité d'aller vers une souveraineté médicale de son pays, de sortir des recommandations des puissances impérialistes. Et il faut comprendre que
il y a une bataille géopolitique qui se livre aujourd'hui sur le marché de Covid au niveau international, à deux niveaux. D'abord, en contrôlant les différents protocoles médicaux, les soins médicaux, le marché des vaccins et le marché également des médicaments de façon beaucoup plus globale. Il faut rappeler que l'industrie pharmaceutique dans le monde est, après l'industrie d'armement, la seconde industrie la plus rentable, avec plus de 600 milliards de dollars de recettes annuelles. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux et même aux États-Unis qui font face au Covid, les industries pharmaceutiques prennent vraiment cette pandémie-là comme une opportunité économique et financière incroyable. Et pour ça, il faut vraiment contrôler les commandes publiques de ces produits médicaux, des vaccins qui vont être conçus et être injectés aux populations africaines. Donc, il y a cet élément. Le second élément qui montre également que Madagascar a bien fait de résister, c'est que Madagascar a voulu s'affranchir de la tutelle des Nations Unies à travers son agence spécialisée qui est l'OMS. Et Madagascar avait coutume d'exporter l'artémisia, qui est cette plante médicinale-là qui pose beaucoup sur la grande île de Madagascar, pour véritablement se dire, mais si nous exportons cette matière première brute en la vendant en Chine, etc., et les Chinois font après des médicaments, notamment contre le paludisme et autres, il est important pour nous-mêmes d'essayer de transformer ça. Il faut rappeler que les populations malgaches ont l'habitude de prendre vraiment l'artémisia comme tisane depuis des décennies. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le symptôme, c'est essentiellement le symptôme qu'on retrouve dans la malaria et le paludisme avec une infection pulmonaire. Ils se sont dit qu'il fallait juste se traiter par l'artémisia. Et ils ont mis en place un protocole médical à base de cette tisane qui est le Covid organique. Ce Covid organique aujourd'hui marche très bien, produit de très bons résultats. Et l'OMS, se sentant marginalisé, a estimé qu'il fallait combattre ce remède-là, parce que l'OMS, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, l'OMS est la solde des puissances impérialistes et des lobbies pharmaceutiques, et également de la fondation Bill Gates. Ce qui explique que pendant des semaines et des semaines, le protocole malgache a été combattu, Covid organique, ça a été attaqué dans les médias, bien sûr. Aujourd'hui, Madagascar a bénéficié du soutien de beaucoup de pays africains qui ont commandé ce remède-là. C'est important le ciel. Voilà. Alors, Monsieur Doussou, nous allons vous proposer, restez en ligne avec nous, nous allons vous proposer un reportage réalisé par justement un de nos confrères concernant ce Covid-19 à Madagascar. On revient avec vous pour continuer les débats sur le plateau de Star 21 TV. Depuis un certain temps, rien ne va entre l'Organisation mondiale de la santé et le président malgache à cause du médicament appelé Covid organique, un remède malgache issu de la pharmacopée traditionnelle composé de 62% d'artémisia et d'autres plantes médicinales. Un médicament présenté comme efficace contre le coronavirus. Pour ce doyen, compagnon de l'indépendance, l'Afrique doit compter sur ses valeurs pour résoudre certains problèmes. Ce que je dois vous dire, il faut vous faire confiance. L'Afrique a ses valeurs. Le remède contre ce Covid-19-là est en Afrique ici. Ce que le président de Madagascar vient de faire, il a prouvé à tout le monde. Nous, on ne pose même pas de questions. Quand ça vient, moi, en tout cas, je prends ça. Je n'attends même pas. Je n'attends pas. Je ne demande même pas. Il faut prendre, il ne faut pas prendre. Je prends. Et je suis un Africain. L'OMS dira ça. Eux, ils sont à la recherche de l'argent. Ils ont eu l'argent, ça ne suffit pas. Ils continuent à accumuler. Ils continuent. Nous avons les remèdes. Nous n'allons pas prendre ça. Depuis 5 à 6e siècle, l'Afrique
est, est sous les pieds des puissants de ce monde-là, depuis 6 siècles, sous les pattes des gens, des puissants de ce monde. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, le continent compte 2293 décès et 22 243 cas de guéris pour 64 214 cas enregistrés. Face à cette situation, le doyen Elhadji Samsi Keïta demande à la population de respecter les mesures de barrière. Il faut suivre les mesures édictées par le gouvernement. Il faut les respecter. Il faut absolument nous prémunir contre tous les dangers, tous les dérapages. Je conseille à tous les Guinéens de suivre toutes ces mesures-là pour que notre pays soit sauvé. Puisque l'impératrice nous dit que c'est l'Afrique qui va perdre beaucoup plus de gens. Et c'est lui qui est en train de perdre aujourd'hui, pas nous. Les dernières statistiques mondiales sur le Covid-19 font état de 4 177 687 cas confirmés, dont 286 336 cas de mort. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de Olivier Doussou, journaliste et analyste politique béninois, résident en Belgique. Monsieur Olivier, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Merci bien. Alors, vous avez suivi ce reportage, nous entamons la dernière partie de cette émission, vous avez suivi ce reportage avec les réactions des citoyens, les avis justement restent partagés. Quelle est votre réaction là-dessus? Alors, moi, mon avis, il est simple, c'est qu'il faut bien comprendre que, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, l'Afrique doit combattre les impérialismes qui essayent de lui imposer une voie dans la lutte contre cette pandémie qu'est le Covid. Et donc, pour ce faire, il faut que nous mettions en avant le génie africain, le génie des populations dans le traitement des maladies, dans le traitement des pandémies. Il faut mettre en avant la pharmacopée africaine, il faut mettre en avant également cette pandémie en estimant qu'elle peut être une opportunité pour mettre en place des politiques publiques qui transforment considérablement l'économie africaine en y intégrant la recherche de valeur ajoutée, la transformation de nos produits locaux sur place pour faire en sorte qu'on ait un marché intérieur, qu'on ne dépende plus de l'international au niveau, par exemple, du domaine médical. Aujourd'hui, vous prenez le secteur de la santé en Afrique, la plupart des médicaments qui y sont vendus sont des médicaments importés, venant de Chine, venant de France, venant de l'Europe, etc. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons un système sanitaire complètement chaotique parce que depuis au moins 30 ans, les programmes d'ajustement structurel, les privatisations, les destructions de nombreux hôpitaux n'ont pas permis à l'hôpital public en Afrique de pouvoir émerger, d'être de qualité. Alors, il faut que cette pandémie serve d'opportunité pour transformer toutes ces politiques publiques, sanitaires, sociales et même vraiment étatistes pour réaffirmer la souveraineté de l'Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle les moyens pour valoriser la médecine traditionnelle? Tout à fait, l'Afrique a les moyens. Vous savez que la médecine traditionnelle, elle n'est pas une médecine à haute valeur ajoutée, à haute intensité de main-d'œuvre. Ce sont des médecines qui sont souvent des médecines qui nécessitent peu de moyens, qui ont un savoir-faire vraiment ancestral, éprouvé. Donc aujourd'hui, au lieu par exemple d'investir dans des dépenses somptuaires comme on voit dans plusieurs pays africains, des infrastructures qui ne marchent pas, etc., il faut investir cet argent dans la recherche, le développement, il faut investir cet argent dans les infrastructures médicales, il faut investir cet argent dans la formation et la recherche de compétences solides des chercheurs africains, leur donner les moyens, il faut investir cet argent dans l'université africaine et appuyer les programmes de recherche biomédicale dans le domaine de la pharmacopée africaine. C'est très important.
Oui. Sans cela, je ne pense pas que nous allons pouvoir nous en sortir. Très important. Alors, quand dites-vous des conséquences économiques de cette pandémie sur le continent africain, même si aujourd'hui, contrairement aux statistiques qu'avait annoncé l'OMS, est-ce que cette pandémie peut avoir des conséquences néfastes sur le continent africain, des conséquences notamment économiques? Tout à fait. Alors, au niveau des conséquences économiques de cette pandémie, il faut avoir des conséquences à 3 niveaux. Au niveau des agents, j'allais dire microéconomiques, c'est-à-dire les populations. La plupart aujourd'hui, du fait des fermetures des frontières, du fait également des mesures de confinement partielles ou totaux dans certains pays, par exemple comme le Sénégal, où vraiment ils sont allés jusqu'à l'état d'urgence, etc., le Gabon, le Cameroun partiellement. Vous avez la plupart des populations qui ont durement été éprouvées sur le plan économique, sur le plan de leurs revenus. Pourquoi? Parce que vous avez 95% de l'économie africaine qui est essentiellement une économie du secteur informel, que je qualifie d'économie populaire. Vous avez des gens qui sont des pousse-pousseurs, des vendeurs à la sauvette, des gens qui vont au marché, nos mamans qui travaillent au jour le jour, qui vendent la bouillie, qui vendent des beignets, etc. Toute cette économie-là se fait au jour le jour. Alors, lorsque vous confinez, lorsque vous fermez les frontières, vous fermez les marchés, qui sont des lieux de rassemblement de population, vous impactez directement, négativement ces populations. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et en contrepartie, il aurait fallu avoir des mesures de protection sociale, des mesures de compensation. Dans beaucoup de pays, ça n'a pas eu lieu, même si au Sénégal, on a essayé de distribuer des aliments, etc. Bon. Ensuite, le second niveau, c'est le niveau mésoéconomique. Au niveau mésoéconomique, j'entends ici les entreprises qui sont essentiellement dans le secteur soit tertiaire, la petite transformation industrielle, etc., les PME, PMI et quelques petites industries. Du fait des fermetures des frontières au niveau international, même dans les pays, vous avez comme ça la plupart de ces structures-là qui exportaient à l'international, qui ont perdu leur chiffre d'affaires, qui ont vu leur chiffre d'affaires fondre, qui ont dû licencier, mettre des populations au niveau du chômage technique, les travailleurs au niveau du chômage économique. Donc, ensuite, au niveau macroéconomique, vous avez l'État qui est fortement impacté. Pourquoi? Parce que l'État, la plupart de nos économies ont des économies de monoculture qui sont liées soit, dans le cas de la Guinée, la commercialisation brute de la bauxite, etc., qui compte pour plus de 60-70% des revenus d'exportation du pays. Oui. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui vendent le café et cacao, vous avez le Bénin avec le coton, le Sénégal, l'arachide, etc. Les fermetures de frontières impactaient ces pays et sans entraîner la chute des coûts des matières premières. Puisque nous ne vendons que des produits à l'état brut, nous n'avons pas d'économies qui sont des économies autogérées et qui se passent des cours mondiaux. Donc, les recettes de l'État ont baissé. Les recettes de l'État ayant baissé, vous avez concomitamment une explosion des charges de l'État parce que la plupart des personnes qui ont perdu leurs revenus, il faut les dédommager, il faut acheter des médicaments du Covid, il faut acheter des masques, il faut acheter des médicaments, des chloroquines, tout ça dans les hôpitaux. L'État n'ayant pas de moyens parce que la plupart de nos pays aussi sont sous des programmes d'ajustement structurel. Donc, au niveau macro-politique, macroéconomique, nous sommes fortement impactés. Ce qui a amené, par exemple, les pays qui sont fortement impactés au niveau africain à requérir une aide financière au niveau international. L'initiative est partie du Sénégal, ça a été repris par le président Macron, qui a fait en sorte que les pays du G20 estiment que les pays africains fortement endettés bénéficient d'un allègement de leurs dettes ou d'une forme de moratoire pour payer leurs dettes à des échéances beaucoup plus longues. Et comme ça, l'argent qu'on va récupérer dans l'immédiat pour ne pas rembourser les crédits, les dettes, on va mettre ça dans la lutte contre le Covid, on va dédommager les populations qui ont perdu leur boulot parce que les marchés sont fermés, tout ça. On va dédommager des entreprises, etc., qui ont vu leur marché également fondre. Et justement, ce qui se pose aujourd'hui comme problème, c'est ce qui est derrière cet allègement-là et ces mesures de moratoire.
c'est que les pays occidentaux veulent utiliser ça comme prétexte pour pousser les pays africains à privatiser encore à nouveau l'économie et à s'endetter à nouveau. Et c'est là le véritable danger qui nous guette à l'issue de cette crise du Covid, parce que la plupart des pays, par exemple au sein de l'UEMOA, on leur a dit désormais, vous pouvez vous endetter comme vous voulez. Et je crains que les pays africains francophones n'utilisent cette opportunité-là pour s'endetter davantage avec des dettes qui ne vont pas profiter réellement aux populations dans la lutte contre le Covid. Voilà en gros les différentes conséquences liées au plan économique et social à cette pandémie du Covid, parce que vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler de social. Okay. Les deux sont intrinsèquement liés. On ne fait pas de l'économie en l'air, l'économie touche avant tout les populations. Alors, Monsieur Olivier, la dernière question, et on est vraiment pris par le temps. En peu de mots, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message à lancer à l'endroit des dirigeants africains par rapport justement à la lutte contre le Covid-19 sur le continent? Alors, le principal message que je lancerai aux dirigeants africains, c'est celui de ne pas utiliser le Covid-19 comme un prétexte pour émasculer et détruire les libertés publiques. Oui. Autrement dit, de ne pas instaurer des régimes de plein pouvoir qui vont être des dictatures pour empêcher les journalistes de faire leur travail, de se réunir, empêcher par exemple les manifestations publiques contre des dirigeants qui gèrent mal le pays, qui veulent faire un troisième mandat, suivez mon regard, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là qui visent à cadenasser les libertés publiques et la démocratie seront en fait des prétextes pour instaurer des dictatures comme on est en train de le voir. C'est le principal message que je lance. Je dis aux pays africains, aux dirigeants africains, que sauvegarder l'état de droit, sauvegarder la démocratie en ménageant les libertés publiques tout en respectant la vie humaine à travers des programmes de protection sociale pour les populations fortement impactées par le Covid. Et en dernière analyse, il faudra prioriser des voies africaines, des solutions africaines, des médicaments africains, des pharmacopées africaines pour traiter le Covid et véritablement réaffirmer la liberté de l'Afrique et son indépendance face aux puissances impérialistes qui veulent contrôler le marché des médicaments et en même temps réduire la démographie africaine. Okay. Voilà mon message. Monsieur Olivier Doussou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et mes salutations à vos auditeurs. Merci. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité M. Olivier Doussou, journaliste et analyste politique béninois qui répondait justement à nos questions depuis la Belgique. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble. À bientôt.